Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer sa vie pro. Je suis Nathalie, entrepreneur, coach en épanouissement et experte en marketing authentique. J'aide les femmes qui se sentent démotivées et en perte de sens dans leur job à créer l'écosystème professionnel qui leur ressemble et qui les épanouit. Que ce soit en changeant de poste, en bifurquant de voie, en lançant leur projet entrepreneurial ou un subtil mélange de tout cela. Dans l'épisode du jour, je vous emmène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle et d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Je vous partage son expérience, ses émotions et ses rebondissements pour vous inviter à vous questionner, vous inspirer et vous montrer que c'est possible de suivre le chemin qui vous fait kiffer. Être multipassionné, entrepreneur et maman épanouie, c'est possible. J'ai eu la joie d'accueillir Marie, fondatrice de Terraforma, qui est psy, coach en reconversion et auteure de 2 livres, mais pas que. Elle est aussi la cofondatrice de Nomade Planet, une entreprise d'écotourisme qui propose des yurts au Portugal. Marie a choisi de se réinventer en créant l'écosystème professionnel qui la fait vibrer, avec des activités complètement différentes, mais qui font sens pour elle. Marie nous partage son cheminement, ses envies et son organisation pour développer en même temps ces 2 activités. Je vous laisse donc découvrir notre conversation. Hello Marie, je suis hyper contente de t'avoir ici aujourd'hui. Merci Nathalie, c'est un réel plaisir pour moi aussi d'échanger avec toi. Justement, pour commencer les festivités, j'aime bien parler de rêve, parce qu'on a toutes un rêve. Et quel est le tien, Marie, de rêve? Oh là là, si je dois en choisir un, mais je vais pas y arriver parce que j'en ai plein, mais j'en ai plein. Honnêtement, on y va par ordre de timing, on va dire. Le premier rêve qui va se réaliser dans les prochaines années, c'est la construction d'une maison écologique. Donc, une éco-construction en autonomie aussi, donc auto et éco-construction, ici au Portugal, dans mon lieu de vie. Donc ça, c'est un rêve perso. J'en ai d'autres qui tournent autour de mes passions, dont une qui est l'équitation, et donc acheter des chevaux pour pouvoir voilà, les voir tous les jours, les monter tous les jours. Et sinon j'ai plein de rêves mais qui tournent autour de l'écologie, puisque je suis vice-présidente d'une association aussi locale pour la protection de l'environnement. On lutte, on lutte énormément contre les mines de lithium, notamment. Là, c'est le gros sujet du moment. Et voilà, mon rêve, ce serait que, enfin, le gouvernement ici portugais, et je ne m'arrête pas qu'au Portugal, c'est partout en Europe et malheureusement un peu partout dans le monde. Enfin, qu'on puisse comprendre les effets désastreux du lithium sur l'environnement, sur notre planète, et qu'on puisse voilà, agir pour de vrai, pour de bon. Et ça, c'est mon plus grand rêve. Et voilà, ça s'arrête pas qu'au lithium, bien entendu. Il y a plein de choses à faire en matière écologique. Ouais, on a tous notre rôle à jouer et j'aimerais ouais, que ça puisse vraiment évoluer, qu'on ait un impact réel sur ce qui se passe actuellement. C'est des bien beaux rêves, en fait, et qui, je trouve, qui montrent vraiment aussi ta pluralité, parce que j'ai adoré ton profil. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu t'interviewer, parce que tu es quand même une femme multifacette, pleine de richesses, pleine de ressources, et qui a des rêves, je pense, qui retracent bien ça. Et est-ce que tu pourrais, du coup, te présenter de la manière dont tu souhaites pour révéler ces multifacettes, justement? Alors, je vais me présenter de manière peut-être chronologique, comme ça on va voir un petit peu l'évolution et mon parcours. Je suis de formation psychologue et chercheuse en psychologie, donc psychologie sociale, que j'ai exercé à l'université en tant qu'enseignante-chercheuse et à l'âge de mes 30 ans, ça a été le déclic. 30 ans, voilà, une petite crise qui m'est arrivée sur la tête. Et j'ai dit, oh là, ça va plus, je trouve plus de sens, plus d'impact. Mon problème, c'était l'impact. Je ne voyais pas vraiment l'impact de mes actions, même si j'adorais ce que je faisais, j'adorais le milieu de la recherche, j'adorais l'enseignement aussi, mais voilà, il me manquait vraiment quelque chose. Et j'ai un petit peu, ouais, je peux le dire, hein, je pense que j'ai un peu pété un câble à ce moment-là. J'ai démissionné, j'avais pas de plan B. Donc voilà, je suis partie de la fonction publique
pour rien faire. Donc, c'est-à-dire que je suis partie, quitte à tout quitter, je suis partie sur l'île de la Réunion. Euh, voilà, j'avais envie de voyager, me vider l'esprit et puis voir un petit peu ce que je pouvais faire de ma vie, qui était quelque chose qui ait plus de sens. J'ai créé mon entreprise là-bas, sur l'île de la Réunion. À l'époque, j'exerçais en tant que psychologue et je travaillais donc pour des cabinets, notamment des cabinets qui, qui pratiquaient les bilans de compétences. Donc, j'ai pratiqué ça. Je me suis rendu compte que le bilan de compétences n'était pas adapté à toutes les personnes, qu'il manquait beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai eu un déclic quelques années plus tard pour créer moi ma propre méthode. Donc plutôt reconversion professionnelle avec des femmes, des profils atypiques, donc plutôt les femmes multipotentielles ou hypersensibles ou voilà, ou d'autres profils, des profils qui sortent un petit peu des cases. Ça fait maintenant 10 ans que j'ai cette activité-là. Et en parallèle, donc 2 ans après ma démission, je me suis installée au Portugal, un peu encore sur un coup de tête, avec mon mari, dans un petit coin de paradis. On adorait l'endroit, c'est magnifique, c'est au bord du parc national. On a monté donc une entreprise d'écotourisme avec des yurts et une cabane dans les arbres et un tipi. Alors qu'à l'époque, personne n'y croyait. Même le maire, quand on est arrivé sur place, on a dit, ben voilà, on va monter 4 yurts et un tipi ici. Il nous a dit, mais faites pas ça, ça va pas marcher. Faites des choses traditionnelles. Il y a des maisons traditionnelles au Portugal qui marchent bien pour le tourisme. N'allez pas faire des choses comme ça, quoi. Ça va. On en a fait qu'à notre tête. On l'a fait. Et dès la première année, on a affiché complet. Non, on a eu l'effet nouveauté, parce qu'à l'époque, il y a 8 ans au Portugal, ça n'existait pas les yurts, hein. Donc, on a bénéficié de cet effet nouveauté. Et on a un cadre tellement, oui, tellement beau que ça se prêtait très bien. Actuellement, voilà, je gère chez 2 entreprises, écotourisme au Portugal, donc je vis au Portugal dans ce petit coin de paradis, et en même temps activité de psychologue, coach spécialisé reconversion professionnelle pour les femmes atypiques. Donc Marie, tu nous dévoiles ça avec une simplicité déconcertante. En fait, tu gères beaucoup de choses et c'est hyper inspirant. On va revenir sur comment tu gères tout ça justement dans ton organisation. Et en plus de ça, si j'ai bien compris, tu es maman aussi. Donc tu es femme engagée avec 2 entreprises et maman aussi. Donc c'est hyper inspirant encore plus pour les femmes comme nous, qui sont mamans, qui nous écoutent. Aujourd'hui, toi, en tant que femme, quelle est ta mission? Tu nous parlais initialement d'impact, que tu avais perdu le sens un petit peu dans ton job, dans la fonction publique. Qu'est-ce que tu souhaites apporter aujourd'hui au monde? En fait, la chose la plus importante, c'est quand on peut vraiment développer son potentiel. Déjà, le trouver, quel est notre potentiel, et le mettre au monde, le mettre aux yeux du monde et le développer. Et quand on a ça, bah, le monde se porte super bien. Donc, c'est mon ambition, c'est d'aider les femmes à trouver leur potentiel, à creuser vraiment, à voir ce qu'elles ont de magnifique en elles, d'unique, d'avoir toute la force finalement, parce que les femmes sont très fortes, il y a une puissance qu'on oublie souvent chez la femme, la puissance d'action, il y a des rêves qui demandent qu'être exprimés. Et c'est ça, en fait. J'ai envie de les aider à creuser ça pour les aider à mettre au monde des projets qui aient du sens, qui correspondent bien à leur personnalité, bien entendu, à leur quotidien, à ce qu'elles ont envie de créer. Si on est OK avec ça, forcément, le monde se portera mieux. Si tout le monde fait ce qui lui convient et qui révèle vraiment son potentiel, ce qui est dans les tripes, quoi, quelque chose qui l'anime vraiment, le monde ne peut se porter que mieux. C'est hyper inspirant aussi la manière dont tu abordes ce point. Il y a beaucoup de femmes, de plus en plus de femmes qui veulent se réinventer professionnellement et on est un petit peu consoeurs parce que moi aussi, je les accompagne dans cette ambition-là et surtout sur la partie du coup de lancer un projet aligné avec la partie branding de mon côté. Mais c'est vrai que ces femmes, et on en a fait partie aussi, c'est qu'on a peur. On a peur de se lancer parce que quitter, pour ton cas, la fonction publique sans parachute, tu nous dis que tu as démissionné sans avoir de plan B, on est face à nos peurs. Quelle a été pour toi justement la plus grande peur et comment tu y as fait face? Ma plus grande peur n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Ma plus grande peur est liée à mon expérience de vie de maman, finalement, parce que j'ai eu des difficultés pour avoir mon petit garçon. On est passé par la case PMA avec mon mari, et je crois que ouais, c'était une peur viscérale, une peur de ne pas pouvoir être mère, puisque je pense que mon corps ne pouvait pas. On avait des difficultés pour avoir ce petit garçon. Et là, finalement, comment j'ai fait? Je crois que j'ai utilisé les mêmes outils que j'ai pour tout,
pour tous mes projets. J'ai puisé dans mes ressources finalement. Je crois que tout le monde fait ça. On s'en rend pas compte quand on est face à la peur, mais tu puises dans tes ressources, tu puises dans ce qu'il y a de meilleur en toi et tu y vas, quoi. Quand tu t'accroches à ton projet, quand tu sais que c'est plus fort que toi, quand tu sais que oui, ça sort des tripes, ça ne peut pas être autrement. J'avoue ne pas avoir beaucoup de peur puisque j'ai tendance à être un peu, j'ai un tempérament de feu, donc je fonce. Je me pose pas de questions. Des fois, je m'en pose pas assez. Des fois, c'est vrai. Je me casse les dents parce que je me pose pas assez de questions, je prends pas assez de recul. Mais si tu y crois, franchement, tu y vas, tu te lances et tu vas voir par les actions finalement, par l'action, que ces peurs, elles n'ont pas lieu d'être. On apprend aussi à danser avec nos peurs par l'action, c'est exactement ce que tu nous dis. Et tu parles aussi à demi-mot de l'échec en disant se casser les dents ou pas, un échec ou pas. Moi, j'aime bien parler d'apprentissage. Tu nous dis que tu es partie à La Réunion et que tu as d'abord commencé sur la partie bilan de compétences et que tu as trouvé justement qu'il y avait ses limites. On est hyper alignés sur ça. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement le fait que tu trouves que c'est bien, mais c'est assez limité sur certains aspects? Je veux pas dire que le bilan de compétences n'est pas, voilà, c'est bien, c'est ok, ça peut être adapté pour les personnes voilà, qui y retrouvent leur compte et c'est tout à fait ok. Je pense que le bilan de compétences, il y a un cadre très strict qu'il faut respecter quand on fait un bilan de compétences. Donc, il y a plusieurs étapes. On ne peut pas sortir de ces étapes. Et quand on fait des bilans de compétences, toute la partie travail sur l'introspection, finalement, test de personnalité, valeurs, vision, qui tu es oui, ce que tu peux apporter au monde, tout ça, c'est très très superficiel. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai ressenti avec les outils qu'on nous mettait à disposition. On n'allait pas assez en profondeur. Après, on s'attache, il me semble, beaucoup trop sur le passé professionnel de la personne sans prendre en considération finalement ce dont elle a envie, ce dont elle a besoin, selon ses aspirations. À quoi ça sert de construire un projet sur des anciennes compétences si celles-ci te correspondent pas? Tu peux le mettre à la poubelle, c'est pas grave, tu vas toujours gagner quelque chose, il y a toujours un apprentissage derrière et tu peux reconstruire à partir de nouvelles choses. Tu peux reconstruire de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire, savoir-être, savoir. Euh, voilà, c'est le gros bémol, je crois, du bilan, c'est qu'on s'attarde trop, enfin, du coup, on projette trop la personne à partir de son passé professionnel. Alors que bon, dans nos pratiques, soit la tienne ou la mienne, ou voilà, d'autres coachs qui travaillent dans ce milieu reconversion professionnelle, je crois qu'on aborde, moi, personnellement, j'aborde pas du tout le terme de compétence. Ça m'intéresse pas. On fait table rase de tout ça et on part d'une page blanche, quoi, pour aller vraiment sur autre chose. C'est une nouvelle personne qu'on construit, c'est une nouvelle identité, c'est une nouvelle vision. Donc, oublie le passé et avance vers autre chose. Exactement, ça amène hyper bien ma prochaine question où en fait, je pense qu'on est aussi aligné sur ça. Se réinventer, c'est partir à l'exploration de qui nous sommes et faire table rase ou emporter son sac à dos d'outils qu'on a déjà, de compétences, quel que soit le mot qu'on emploie, mais de savoir-faire et de partir vraiment à la découverte de soi pour réinventer et créer l'écosystème qui nous convient. Et c'est des choses en fait qu'on n'apprend pas à l'école, ni dans les bilans de compétences en fait. On n'apprend pas à se connaître et à savoir vraiment qui nous sommes, quelles sont nos envies, parce qu'on suit souvent des chemins qui sont tout tracés. Et au final, parfois à 30 ans, 40 ans, ou peu importe l'âge, on se retrouve à se dire, mais qu'est-ce que je fous là, en fait, et quel impact j'apporte vraiment avec tout le temps que je passe dans mon entreprise. Du coup, c'est ce que tu proposes souvent, je pense, à tes clients. Mais si on passe de ton côté, qu'est-ce que toi, tu as découvert justement dans ton exploration, parce que tu t'es toi-même réinventé avant de proposer des accompagnements en reconversion, qu'est-ce que tu as découvert sur toi et qu'est-ce que tu as appris, voilà, que tu aimerais nous partager? Ouais, je crois que le chemin de l'entrepreneuriat est un véritable chemin de développement personnel et je crois que tous les entrepreneurs le disent, hein, et le vivent. Là, actuellement, je suis sur le chemin de passer des paliers de chiffre d'affaires qui sont relativement importants pour moi. Il y a quelques années, jamais je me serais posé ces questions, jamais j'aurais cru pouvoir aller jusqu'à ces chiffres-là. Et donc, du coup, c'est un chemin de déconstruction des croyances, des peurs. Voilà, même en tant que psy, hein, je suis psychologue, mais malgré tout, j'en ai moi aussi des bagages qu'il faut déconstruire. Je me suis aperçue que c'est pas que lié au niveau professionnel, hein, c'est au niveau perso aussi.
voilà, mes capacités de résilience qui sont fortes. Quand je parle de feu, c'est le feu de l'action, l'envie, la niaque, voilà, j'ai pas peur, quoi, j'y vais et je me lance et je vois ce qui se passe. Ça, je l'ai appris par mes expériences. Mon intuition aussi, j'ai mis du temps à accepter, à reconnaître, à utiliser, à apprendre à utiliser. Et ensuite, l'autre cap, c'est aider mes clientes à l'utiliser. Donc, il y a vraiment tout un cheminement sur ça. Capacité créative également. Et justement, cette expérience entrepreneuriale, elle se vit rarement seule, même si on a parfois des projets solo. Toi, en plus, tu as plusieurs projets, mais est-ce que tu as eu des guides ou de très belles rencontres durant ton parcours? Fonctionne par l'intuition, je dis voilà ce qui me vient. Euh, Bizarrement, ce sont des rencontres qui ont été sur le moment challengeantes. C'est-à-dire que c'est des personnes qui croyaient pas en mon projet ou en notre projet et qui du coup nous mettaient des bâtons dans les roues ou nous mettaient face à nos peurs, à nos croyances. Et ça, pour moi, ça a été des rencontres révélatrices parce que c'est ça qui m'a permis justement de me battre encore plus. Il y avait ce côté, j'ai envie de prouver que je suis capable. Bon, c'est un travail de psychologue à faire encore. Mais voilà, de me battre pour prouver que non, elles n'ont pas raison. Je peux y aller même si tout ce qu'elles me disent, quoi. Voilà, c'est la première chose qui me vient. Après, il y a bien entendu des rencontres inspirantes avec des coachs, qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné quand je voulais monter des paliers de chiffre d'affaires. Mais pour moi, c'est pas le plus prégnant, bizarrement. Le plus prégnant, c'est les personnes qui ont été sur mon chemin et qui m'ont mis en position de difficulté. Ça m'a obligée finalement à prendre dans mes ressources pour dépasser ça. Et justement, quel a été ton plus gros challenge ou de tes plus gros challenges que tu voudrais nous partager par rapport à ton parcours jusqu'à présent? Un des plus gros challenges que je travaille encore, parce que on avance toujours dans l'entrepreneuriat, c'est trouver le bon équilibre vie pro, vie perso. Comme je t'ai dit, je gère 2 entreprises, je suis maman d'un petit garçon, je suis vice-présidente d'une association protection de l'environnement. J'ai des activités, des passions à côté qui sont aussi importantes pour moi et que je veux maintenir. Et quand les entreprises évoluent, voilà, mon activité évolue et du coup, les choses bougent. Donc, c'est en termes de priorité, d'action, de gestion, voilà, de planification, tout ça. C'est un gros challenge pour moi en ce moment. C'est-à-dire que voilà, j'ai envie de poursuivre mon rythme de 3 jours de travail par semaine. Je me rends compte que ce n'est plus possible. Donc, je suis dans une phase où je revois mon parcours de délégation, à qui je délègue quoi, pour conserver ce juste équilibre, pour avoir du temps, bien entendu, avec mon fils aussi. C'est important pour moi. Hyper intéressant ce sujet justement sur l'organisation et l'équilibre de vie pro et perso. Je pense qu'on y est toutes confrontées en sachant que est-ce qu'il existe vraiment un équilibre ou est-ce que on n'a qu'une vie, enfin comme tu nous l'expliques à demi-mot, mais on a qu'une vie et surtout quand on mêle passion pro et qu'on mêle multi-activités, c'est vrai que c'est comment est-ce qu'on aimerait que toutes ces activités dans notre quotidien. Et est-ce que justement tu pourrais nous dire la manière dont tu t'organises, peut-être pas de manière journalière, mais ta semaine de 3 jours, à quoi ça ressemble justement en gérant tes multi-activités et ta vie de femme, maman? Donc, j'ai 2 activités qui sont toutes les 2 qui fonctionnent de manière saisonnière, toutes les 2. Enfin, du moins, j'ai calé mon activité de coach comme une activité saisonnière pour qu'elle puisse bien aller avec mon activité touristique qui est très saisonnière. C'est-à-dire que du mois de juin au mois de septembre, j'ai une activité touristique qui est pleine. Du coup, je dois me donner beaucoup de temps pour ce travail-là. Et mon activité de coach, je la mets un petit peu sur le côté, c'est-à-dire que je prends moins de clientes à ce moment-là, je termine mes parcours clientes avec mes clientes actuelles, je travaille sur le fond d'entreprise, non pas sur les actions quotidiennes. Ça, c'est pour le côté saisonnier. Et ensuite, organisation, donc on va partir sur l'hiver, quand j'ai une activité touristique qui est plus calme. Mon organisation, c'est plutôt simple. Je prends des plages horaires spécifiques. Je travaille donc 3 jours par semaine à peu près. C'est variable. Des fois, ça peut être 4, des fois, ça peut être 2, mais en moyenne, c'est 3 jours. Où j'ai des plages spécifiques clients. Donc là, je sais que c'est que ces jours-là où je vais avoir mes clientes. J'ai des plages spécifiques, voilà, sur mon travail de communication, newsletter, réseaux sociaux, etc.
plage spécifique sur la vision de mon entreprise. Voilà, je fonctionne par plage. Enfin, c'est le mode de fonctionnement qui me convient moi, donc ça convient pas forcément à tout le monde, hein. Chacun fait son truc, mais ce qui est très important pour moi, c'est qu'il y ait des plages pour mes moments perso, c'est-à-dire que c'est noté noir sur blanc sur mon agenda, tel jour, ben voilà, en zéro cliente, je bosse pas sur mon activité, c'est des jours où je suis avec ma famille, où je fais mes activités perso, où je travaille pour l'association, voilà, c'est vraiment noté parce que si ça ne l'est pas, bien entendu, puisqu'on a des activités entrepreneuriales qui nous, voilà, c'est des passions, donc ça peut très vite prendre le dessus. Il y a toujours des choses à faire, on veut toujours évoluer. Bien entendu, ça peut déborder. Donc pour moi, c'est important de les noter ces moments perso sur mon agenda. Et ça fait écho vraiment à une phrase que j'aime bien redire, et la personne qui en est l'auteur se reconnaîtra, c'est si ce n'est pas noté dans l'agenda, cela n'existe pas. Donc c'est Oui. vrai que, comme je disais tout à l'heure, on a cet équilibre vie pro, vie perso, mais si on ne se note pas vraiment ces espaces de bien-être, ces espaces de passion, ben, ils ont tendance à passer à la trappe assez rapidement, surtout quand on est une entrepreneur multicasquette comme toi. Du coup, c'est hyper intéressant la manière dont tu as organisé ta vie, en fait, autour de ton business, ou ton business autour de ta vie, ça dépend. C'est-à-dire de te dire que tu as cette activité plutôt saisonnière autour du tourisme, et après, le reste du temps, tu mets un peu plus le focus sur ton activité de coaching. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ton plus gros challenge justement pour mêler ces deux activités, et est-ce que tu te fais accompagner, est-ce que tu délègues, comment tu t'organises? Est-ce que tu as une équipe ou est-ce que tu fais tout ça toute seule? Ah non, j'ai une équipe, hein. Je pourrais pas, enfin sinon je pourrais clairement pas m'octroyer 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine tranquille. Donc pour l'activité saisonnière, bon, il y en a une personne qui vient faire le ménage, c'est quelque chose qui est ok. Moi moi et mon mari, on s'occupe uniquement de la partie réservation, accueil des clients, et le côté le plus sympa, c'est discuter avec les clients, apporter également voilà, nos connaissances sur la région, et notre sensibilité aussi sur l'environnement et sur les actions qu'on peut mener, et essayer de sensibiliser les gens. Voilà, pour cette partie-là, c'est rodé depuis plusieurs années, ça fonctionne bien. Pour la partie coaching, j'ai une équipe avec voilà des personnes qui m'aident pour la partie communication. J'ai une assistante également qui m'aide pour les tâches récurrentes de mon entreprise, comptabilité, voilà, toutes les petites choses qui ne sont pas forcément dans ma zone de génie, qui ne me plaisent pas, j'essaye quand c'est possible de les déléguer. Alors bien entendu, c'était pas possible au début quand je me suis lancée, parce que j'avais pas forcément les moyens, hein. C'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs au début. Et petit à petit, quand le volume client commence à prendre de l'ampleur, c'est important vraiment de se poser et de se dire, bon, voilà, je dédie une partie de mon chiffre je délègue pour me prendre du temps pour moi et pour faire évoluer aussi mon entreprise. C'est intéressant de montrer aussi le parcours et le cheminement pour se dire à partir de quand déléguer. Moi, je sais que j'ai délégué très vite parce que je réussis à financer ça par le fait que j'ai aussi un gros client en marketing qui me permet de développer mes activités de coaching. Mais c'est vrai que le fait de déléguer, c'est un choix parfois cornélien pour les entrepreneurs, de se dire bah, à partir de quand, comment je fais, qu'est-ce que je délègue. Et tu as mis le doigt sur quelque chose d'hyper intéressant, déléguer sur les choses qui sont soit chronophages, soit sur lesquelles on sait qu'il y a des experts plus avancés que nous qui le font mieux en moins de temps et qui nous permettent de nous concentrer sur nos zones de génie. Je pense que ça en éclairera beaucoup des réinventeuses qui nous écoutent. Et du coup, pour ton phasing des deux activités, est-ce que tu as lancé ton projet de yurt au Portugal en même temps que le coaching, ou comment tu as... parce qu'on se dit que c'est assez compliqué de lancer deux projets en même temps. J'ai l'impression que le coaching était quand même lancé depuis un peu plus longtemps. Est-ce que tu confirmes? En fait, j'ai lancé effectivement mon activité à l'époque, c'était psychologue, hein. J'étais pas encore coach. Oui. Il y a 10 ans, enfin il y a 11 ans exactement maintenant. J'ai lancé quand j'étais à La Réunion, et 2 ans plus tard, j'ai lancé mon activité touristique. Mais au début, j'étais plutôt je faisais des missions, j'étais également formatrice, donc je proposais des formations pour adultes à droite à gauche, mais c'était pas encore lié vraiment à la reconversion professionnelle. Il m'a fallu un temps pour vraiment mûrir tout ça, pour mûrir un programme, pour mûrir ma clientèle cible, et pour me former aussi au coaching. J'avais envie d'avoir cette casquette supplémentaire. Ça fait peut-être 4 ans
que je suis vraiment ciblée reconversion et femme atypique. Finalement, l'autre entreprise, écotourisme, a pris le dessus au début. C'est vrai que ça nous a demandé beaucoup de temps pour bien s'organiser, donc ça a pris le dessus. Je virevoltais avec mes petites missions à droite à gauche, je me débrouillais comme je pouvais, mais je gagnais pas vraiment ma vie avec ça. C'était simplement un complément comme ça. Et puis une fois que l'entreprise touristique a bien, voilà, a bien marché, bien fonctionné, quand c'était vraiment sur on n'avait pas grand-chose à faire de plus. Là, j'ai pris le dessus sur l'autre activité de coaching. Super intéressant aussi de montrer encore une fois ton cheminement. Est-ce que tu pensais que, on parle à demi-mot aussi encore de formation, le fait aussi d'investir en soi, parce que tout à l'heure tu as dit que tu t'étais fait accompagner par des coachs pour passer différents paliers de chiffre d'affaires. Comment tu as ressenti ce besoin d'investir en toi et qu'est-ce qui t'a poussé à passer à l'action et justement de te faire accompagner sur certains points? Au départ, c'était pour travailler sur pour m'aider à travailler sur un programme une offre irrésistible, hein, un programme VIP. C'était ça, c'était de là qu'était venu ce besoin. Je proposais avant plusieurs formations, plusieurs accompagnements, mais j'étais pas encore sur quelque chose, sur un programme de danse VIP. Et puis après, une fois qu'on y prend goût, finalement, je suis fait coacher par une personne très bien, qui m'a permis de bien évoluer. Et puis chaque année, finalement, je reprends à chaque fois un coaching à un niveau différent, bien entendu, puisqu'on évolue, qui me permet de passer encore de nouveaux paliers. Ouais, je crois que le déclic pour moi, ça a été créer quelque chose de différent et à mon image. Et investir en soi quand on commence aussi, c'est parfois compliqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de formations qui sont soit par des financements personnels, soit par des financements par l'État, par le CPF. Tes accompagnements, si je ne me trompe pas, sont aussi finançables par le CPF. Comment est-ce que ça t'est venu justement le choix de proposer le CPF? Et est-ce que tu peux nous dire si tu as un profil différent entre les personnes qui prennent ton programme par le CPF ou celles qui le prennent par financement propre? J'aimerais pouvoir dire que j'ai un profil différent, mais c'est pas le cas. En fait, dans les faits, c'est vraiment pas le cas. Soit CPF ou fonds propres, j'ai à chaque fois des personnes qui sont motivées et qui vont jusqu'au bout. En fait, c'est vrai qu'on a cette croyance et ça peut se remarquer. Peut-être que j'ai pas eu assez de clientes CPF pour me prouver le contraire. Croyance que quand on passe par un CPF, par des fonds de l'État, on va pas aller jusqu'au bout. Je crois pas que quand on est sur ce type de projet-là, on y va, on sait ce qu'on fait et on va jusqu'au bout. Du coup, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton quotidien d'entrepreneur multicasquette? Clairement, c'est le travail avec mes clients. C'est vraiment voir leur évolution. Voilà, le travail de coaching, finalement, c'est ce qui est dans ma zone de génie. Après, c'est travailler sur ma propre évolution. Donc, me faire accompagner par des coachings pour évoluer et toujours évoluer plus. Donc, tu as créé deux entreprises avec deux noms de marques différents. Comment est-ce que tu as fait justement pour créer ta marque et pour te faire connaître sur les deux pans de tes activités? Pour ce coup, là, je pense bien rechanger de nom de marque pour mon entreprise de coaching c'est plus du tout en phase avec ce que j'ai créé il y a 10 ans. Euh, voilà, ça correspond pas du tout. À l'époque, ça s'appelait donc Terraforma, Terra pour thérapie et Format pour formation. Je proposais des thérapies et de la formation. Je suis plus dans ça. Donc, effectivement, il va falloir que je retravaille sur ça. Donc, c'est un changement d'identité aussi, hein. C'est un travail en profondeur aussi sur moi. Et pour l'autre marque, ça s'est fait très très bizarrement. On pensait, mon conjoint et moi, quand on est allé à la mairie déposer le dossier pour créer l'entreprise, on pensait à un nom. Et sauf que quand on va à la mairie au Portugal, il y a des noms. Ils rentrent tous les éléments dans leur fichier informatique et ce nom-là n'était pas possible. C'était pas compatible. Pourtant, il nous plaisait bien. Et donc, on avait peu de temps, on repartait en France le jour même. Alors, on déposait le dossier, on repartait le soir en France. Et on aimerait bien finaliser ça quand même. Et donc, ils nous ont donné une liste de mots possibles, de noms possibles, donc une liste d'une centaine de noms qui correspondaient à notre domaine. Et on a pris chacun de notre côté la feuille et on a réfléchi. Et puis, pour l'un et l'autre, c'était une évidence. Nomade Planète, ça allait bien. Et voilà, ça a été petit, ça s'est fait comme ça. Finalement, c'est le destin qui nous a mis ce nom de marque, qui nous a collé ce nom de marque, et c'était parfait. Et il restera comme ça parce que voilà, ça va vraiment bien avec l'entreprise. Et comment vous avez fait pour vous faire connaître du coup sur la partie Nomade Planète et toi sur la partie Terraforma? Alors, Nomade Planète, c'était très facile, on n'a rien fait du tout finalement. C'est la première année, on s'est installé. Au mois de juin, on avait nos premiers clients et au mois de juillet, on avait la télévision nationale qui arrivait chez nous sans faire de demande, sans rien. J'ai envie de dire, quand on suit finalement ce
qui nous anime, quand on suit nos tripes, quand on y va, quand ça fait vraiment ressortir nos valeurs, parce qu'il y a vraiment une histoire de valeurs quand même derrière qui était forte, bah, le reste, tout l'univers va conspirer à nous amener sur le chemin, tout sur un plateau. Donc là, on a eu des journalistes de la télévision, des chaînes nationales qui sont venus. Après, voilà, on était plein dès la première année, dès la première saison. On n'était pas prêts pour ça, on n'avait pas de site internet, on n'était pas encore sur les gros sites de réservation comme Booking, par exemple. On était plein. Donc on n'a rien fait. Niveau marketing, communication, rien. Zéro. Et après, ça s'est fait par le bouche à oreille et chaque année, on est plein, il n'y a pas de souci. Petit à petit, ça s'est développé comme ça. Et Terraforma, honnêtement, je suis loin d'être experte là-dedans. Donc là, sur ce coup, il faudrait que je fasse appel à quelqu'un qui gère mon branding et mon image de marque. Je me fais connaître au fur et à mesure, par bouche à oreille aussi, hein, des clientes qui me recommandent à d'autres clientes. Puis après, bon, je travaille sur ma communication, ok, newsletter et autres, mais ça reste très limité. C'est hyper intéressant la partie branding aligné parce que c'est justement moi ce que je propose, mais sur la partie aussi qui part de soi. Moi, j'utilise un outil que j'intègre pour moi-même depuis 1 an et demi et que j'adore maintenant partager avec mes clientes, qui est le Human Design, pour en fait repartir de ton branding, mais de ton profil énergétique, pour voir comment tu vibres à ce moment-là et quels sont en fait tes centres vibratoires qui sont ouverts et parfois aussi faire le profil de ton entreprise à sa date de naissance pour après trouver justement le branding qui va bien, mais après refaire bien sûr toute l'histoire de la plateforme de marque sur tes valeurs, ta mission et la manière dont elle a évolué depuis 10 ans. Mais je trouve que le Human Design, ça amène une touche énergétique pour les entrepreneurs à qui ça parle, qui est hyper intéressante et ça fait des brandings qui sortent de l'ordinaire, mais surtout qui résonnent avec leur créatrice. Et je trouve que ça peut être hyper intéressant. Du coup, on a parlé de l'entrepreneuriat, du parcours et le fait d'être seul ou accompagné, mais on n'a pas parlé des montagnes russes émotionnelles qu'on peut vivre dans l'entrepreneuriat. Est-ce que il y a des émotions, toi, qui ont été assez remarquables ou difficiles à accueillir dans ton parcours d'entrepreneur? Ah oui, alors que ce soit pour l'une ou pour l'autre entreprise, hein, quand je parle d'entreprise écotourisme, les débuts, quand on a des clients mécontents, et ça fait une claque, ça fait mal, ça vient toucher l'ego, c'est dur. Finalement, après, on prend du recul et on se dit, mais voilà, on a toujours un client dans l'année mécontent parce que le concept lui convient pas, parce que il a plus besoin d'un hôtel avec piscine ou de 5 étoiles, et c'est pas notre concept, il a pas capté le truc, et c'est ok. Mais au début, ça fait mal. Et il y a ces montagnes-là qui sont difficiles. Et pareil pour une activité de coaching, quand tu te mets à corps et âme dans un programme ou quand tu travailles avec une cliente et qu'à la fin, la cliente ne va pas jusqu'au bout ou n'a pas atteint tous ses objectifs ou il y a un petit truc, on sent qu'elle est pas encore bien. Au début, finalement, je prenais un petit peu trop sur mes épaules et pour moi, ça a été difficile hein, de me décharger de cette responsabilité qu'a la cliente de faire son chemin à elle. Je suis là que pour l'accompagner. Sortir de ce côté sauveur, sauveur où on veut effectivement apporter tout et voir la solution tout de suite chez nos clients, hein, que ce soit écotourisme ou pas, il y a pas de souci. Sortir de ça. Après, le chemin se fait petit à petit et puis il y en a d'autres montagnes qui arrivent. Hein, quand on fait des lancements, ça fait un flop et puis il faut recommencer et puis reprendre confiance en soi et se poser des questions. Est-ce que c'est le bon truc ou pas? Est-ce que c'est la bonne cliente ou pas? Il y en a tout le temps. Mais quand on a passé je pense qu'on arrive à prendre du recul après et se dire bon bah oui, c'est ok, il y en aura toujours des gens qui sont pour qui ça va pas et c'est ok. On apprend en agissant, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, je pense que l'expérience vient aussi en faisant. Et justement, par rapport à ces phases de montagne russe émotionnelle ou autres tout ton parcours, est-ce que tu as des outils de développement personnel, de psychologie ou des conseils bienveillants que tu voudrais partager? Ce que j'utilise pour moi, du moins, je parle que pour moi. Après, chaque personne est différente. Il faut que ça parle, bien entendu. C'est me recentrer, toujours me recentrer sur moi, mes émotions, mes besoins et quelles sont mes limites, jusqu'où je vais. Donc pour ça, méditation à fond, parce que voilà, c'est quelque chose qui me parle vraiment. L'écriture intuitive aussi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Écrire sur le problème, la situation qui me dérange et voir tout ce qui arrive au fur et à mesure dans cette écriture, faire les liens d'une page à l'autre, voir qu'est-ce qui ressort le plus. Et puis bon, des fois, je fais également des soins énergétiques. Des fois, ça fait du bien de faire des soins énergétiques pour se décharger aussi de cette charge émotionnelle qui peut être parfois difficile à vivre. On parle
des phases de down, hein, où on n'est pas bien, mais après il y a des grosses phases où ça monte très vite parce qu'il y a un lancement on explose les chiffres et qu'est-ce qu'on fait? Au secours, il y a trop de clients, je suis pas prête pour ça. Et comment je vais gérer? À qui je délègue comme ça en dernier instant? Enfin, il y a aussi l'autre côté aussi qui peut être difficile à gérer. C'est fou parce qu'on se dit souvent, on parle beaucoup, on entend souvent dans l'entrepreneuriat des premiers lancements ratés, tout ça, et on parle pas de faire de la place, justement. Enfin, ça m'évoque le mot de faire de la place et accueillir un nombre de clients qui nous correspond, qui correspond à notre énergie aussi et à l'organisation qu'on a déjà sans se sentir débordé. Donc, c'est une problématique hyper intéressante que tu abordes. Donc, ça t'est arrivé déjà d'avoir du coup un nombre de clients inattendus que tu n'as pas forcément pu gérer dans l'immédiat. Oui, ça m'est effectivement arrivé. Et puis du coup après, j'ai vite cherché du monde pour déléguer. Mais quand on fait dans la va-vite, on trouve pas forcément les bonnes personnes. Enfin, du moins, moi, j'ai pas réussi à trouver les bonnes personnes tout de suite. Du coup, le travail était pas fait comme je l'entendais, ou problème de communication. Voilà, je suis pas allée assez loin avec mon équipe puisque j'avais pas le temps. Fallait que je me concentre sur mes clientes. Et voilà, il y a eu pas mal de cafouillages comme ça. Et après, du coup, t'apprends de cette expérience, prends du recul et tu reproduis pas les mêmes choses. Tu dis, oh, tiens, si là j'ai plus de clients qu'il ne faut, qu'est-ce que je vais faire? Quel est mon plan B? Qui je contacte? On prend un peu plus d'avance. Et du coup, dans la partie apprentissage et apprendre de ces expériences, quel conseil t'aurais aimé donner à la toi de quand tu étais encore en poste salarié dans la fonction publique? Le meilleur conseil que j'aurais pu me donner et que j'aimerais donner à toutes les femmes qui hésitent, hein, qui restent là dans leur poste et voilà, qui sentent qu'il y a quelque chose qui va pas, que ça fait plus sens, qui est, c'est, vas-y, si t'as besoin, fais-toi aider, mais vas-y, n'attends pas, parce que vraiment le temps, c'est précieux et on s'en rend compte, hein, on s'en rend compte, je pense, encore plus quand on est maman, parce que le temps file super vite. Donc, les rêves filent vite aussi, et c'est dommage d'arriver à l'aube de nos 80 ans, ou 90, et se dire, bah mince, alors, je repars avec plein de regrets parce que j'y suis pas allée, pas assez tôt, pas assez vite. Oui, je pense que c'est ça. Pourtant, je suis d'un tempérament de feu. Je fais tout très vite. Mais là, à l'époque, il y a eu quand même un an quand même. Pour moi, c'était beaucoup un an. Un an de remue-ménage. Comment je fais? Est-ce que je quitte ce poste, cette carrière? Parce qu'il y avait quand même une carrière aussi derrière qui était toute tracée et un salaire. Ben voilà, quelque chose de très intéressant. J'ai mis un an. Un an, c'est énorme. C'est énorme pour moi. Et qu'est-ce qui t'a empêché justement, on parle beaucoup de side project, de développer son projet de cœur à côté de son activité salariée. Est-ce que c'était quelque chose qui était envisageable pour toi à l'époque? Honnêtement, non, parce que je pense que je glissais doucement vers le burn-out. Donc j'étais en plein burn-out, il n'y avait plus de sens dans mon activité et je glissais vers le burn-out. Donc pour moi, ça a été le déclic. Au niveau physique, j'en faisais trop, donc il fallait tout arrêter. J'étais pas prête énergétiquement et voilà, j'étais vraiment pas prête pour développer quelque chose en même temps. Je comprends et je pense que c'est vraiment très important justement de s'écouter, comme tu le dis, de se dire bah, à un moment quand il y a un trop plein, il vaut mieux quitter et partir sur une nouvelle expérience et se ressourcer. Toi, ça a été la réunion pour toi, mais pour d'autres personnes, ça peut être un autre domaine, une reconversion dans un métier artisanal, même si c'est après pas le métier final que les personnes vont exercer. Mais je pense que se reconnecter à son énergie, à ses envies et ses besoins, c'est quand même la clé, comme tu nous l'expliques. Et tu nous parlais aussi de rêves, de ne pas laisser s'éteindre nos rêves. Il y a une casquette de toi enfin une facette de toi que tu n'as pas abordée. Tu es aussi l'auteur de 2 livres que tu as écrits ou coécrits. C'est le rêve de beaucoup de femmes en fait d'écrire sur des sujets, que ce soit roman ou développement personnel. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de cette expérience d'autrice et comment tu t'y es pris? Est-ce que tu as fait d'abord un manuscrit, un plan que tu as vendu, pré-vendu à des maisons d'édition ou est-ce que ça a été le contraire? Les maisons d'édition sont venues te chercher. Pour le premier livre, donc sur le chemin du bonheur, qui est un livre qui est plutôt tourné psychologie positive, j'avais écrit tout. Je, j'avais besoin en fait d'écrire, donc par contre j'ai mis du temps, hein. J'ai mis je crois un an et demi pour écrire ce bouquin. C'est beaucoup de recherches en amont et c'était mon premier livre. Et ensuite, seulement ensuite, j'ai contacté les maisons d'édition pour voir si quelqu'un voulait bien de mon bouquin. C'est pas la meilleure méthode à faire, hein, je le souligne. J'ai eu de la chance, j'ai une maison d'édition qui m'a dit oui tout de suite et c'est OK. Mais voilà, c'est
pas la meilleure méthode. Après, pour le deuxième livre, bah, c'est une maison d'édition qui est venue directement me voir, donc Mango Édition, qui a lu le premier livre, qui me suivait également via ma newsletter et bon, pour qui c'était ça parlait. Donc elle m'a donné une thématique, et elle m'a dit bah, est-ce que ça vous parle d'aborder ce sujet? Si oui, comment vous voyez les choses? Donc moi ça me parlait très bien. On était sur l'indécision, donc comment aider les personnes à dépasser cette facette indécision, faire les bons choix. Et je dis OK. Et du coup là par contre j'ai mis 4 mois pour l'écrire ce livre. Ça a été bon, il est plus court, hein. Il est plus court, c'est sûr, mais ça a été l'élément déclencheur. Et je pense que si j'avais des conseils à donner aux personnes qui souhaitent vraiment se lancer dans l'écriture, c'est d'abord peut-être faire un plan, une trame de leur livre, écrire quelques chapitres, envoyer ça à des maisons d'édition. Après, il y a des personnes, des spécialistes qui peuvent nous aider pour rédiger les bons contenus, pour faire vraiment les bonnes lettres, pour envoyer le pré-manuscrit. Il y a un terme spécifique pour ça, j'ai plus les termes. Et attendre. Et une fois qu'on a une réponse, parce que la maison d'édition va dire, bah oui, ça c'est OK, mais il faudra peut-être retravailler un petit peu plus ça, ou alors l'aborder de cette manière, parce que ça c'est pas vendeur, ça c'est vendeur. Et ensuite écrire. Parce que le risque, c'est effectivement de passer un an. Moi, j'ai mis 1 an et demi à écrire ce premier livre et j'aurais pu ne pas être publié. J'ai eu de la chance, mais voilà, c'était un coup de chance. Du coup, c'était un petit peu le bonus de cet épisode avec des conseils s'il y a des plumes parmi nos auditrices qui ont envie d'écrire, de se lancer. Donc, le conseil de comment écrire un livre et se faire éditer par une maison d'édition, par notre auteur de 2 livres, Marie Marchand. Du coup, on va finir par la dernière partie qui est le funk des idées, consiste à compléter des phrases que je vais te dire de manière hyper spontanée. Est-ce que tu es prête? Vas-y, oui, je suis prête. Cool. Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que Être capable de faire autant de choses en même temps. le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était De ne pas y aller. avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était Ouais, c'était destiné peut-être à une certaine catégorie de la population. et en fait, c'est ouvert à tous, c'est ça? Et en fait, c'est ouvert à tous, bien entendu. Ben oui. Quand j'étais petite, je rêvais que je serais Très grande cavalière. J'ai fait une école spéciale pour ça, hein. C'était mon rêve de gamine. comme quoi le début et la fin de l'épisode se recoupent. C'est hyper cohérent, c'est top. Même si je suis une femme maman super occupée, je prends du temps pour moi quand Je prends du temps pour moi mais quand je suis dans mon potager, quand je fais mes méditations, quand je me pose, quand je bouquine, quand je fais de la peinture et quand je suis avec mon fils. Pour moi, être avec mon fils, c'est aussi être avec moi. c'est beau et ça montre la multipassion et la multipotentialité ici avec tout son florilège de couleurs. Et pour finir, ce podcast s'appelle Happy Healthy Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer ta vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy en ce moment? Simplement le fait que la vie est trop courte, honnêtement, la vie est très courte. Et ce qui me rend heureuse, c'est qu'il y a plein de choses à faire et je le fais. Et voilà, et je pense que tout le monde devrait y aller à fond. Et est-ce qu'il y a une habitude healthy de ta vie de femme que tu veux nous partager? Et cela ne veut pas dire manger des salades, hein. Une habitude, pour moi, c'est la méditation. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui est funky aujourd'hui dans ton quotidien et que tu ne pouvais pas faire avant quand tu étais salariée? Oh là là, il y en a tellement, mais il y en a tellement. Voilà, je prends du temps pour moi, je m'organise comme je veux, je fais des activités autres dans mes moments de travail. Tout ça, je pouvais bien entendu pas le faire pendant mon boulot salarié. Super, ben, merci beaucoup Marie. Est-ce qu'il y a une actualité que tu voudrais nous partager? Alors, pour les personnes qui souhaitent mieux s'organiser dans leur vie, planifier leurs projets, avancer sur leur vision et vraiment programmer leurs objectifs, je suis également la créatrice d'un agenda, l'agenda Crée en vie, enfin, Crée en AN, du mot année et vie, Crée en vie, et qui est disponible sur mon site. Celles qui le souhaitent, c'est un agenda qui mêle la psychologie positive et le coaching. Génial, on regardera ça avec grand intérêt. Et tu livres partout en Europe? En Europe, oui. Qui est partout en Europe. Génial. Est-ce que tu as un message pour finir à passer? Alors, il y a une citation que j'aime bien, mais j'ai pas les termes exacts. Je le dis comme ça vient. Alors, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais
que ça va se faire. Donc, vas-y. Tu sais pas quand, tu sais pas comment ça va se faire, mais si tu y sais, si tu crois, si c'est là, si c'est dans tes tripes, vas-y, ça se fera. Et pour justement tous ces gens qui veulent y aller, où est-ce qu'on peut te retrouver, Marie? On peut me retrouver sur mon site internet terraforma.com, donc THERAforma.com, ou alors sur Instagram, @terraforma coaching. Super. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi, Nathalie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, @happylcfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Healthy Funky au plus grand nombre.